Bonjour, bienvenue dans Hommes et Pouvoir, l'émission des hommes de pouvoir qui n'ont pas peur des femmes de pouvoir. On entend souvent dire que derrière un grand homme se cache une grande femme, mais souvent on oublie de rajouter que derrière de grandes femmes se cachent également de grands hommes qui n'hésitent pas à s'engager pour que les droits des femmes soient respectés. Beaucoup de femmes que j'ai interviewées dans mon émission Femmes et Pouvoir m'ont fait le témoignage du rôle déterminant que des hommes ont joué dans leur parcours professionnel en tant que conjoints, compagnons, pères, frères, mentors, amis. Pour les mettre en lumière une fois par mois, Femmes et Pouvoir TV donne la parole à un dirigeant, à un responsable politique, à une personnalité pour partager son témoignage avec le grand public. C'est une façon pour nous de casser les idées reçues sur les hommes de pouvoir, mais aussi c'est une façon pour nous de mettre en lumière le fait que dans le combat d'accès pour l'égalité des droits entre les femmes et les hommes, nous ne sommes pas en opposition, mais bien au contraire, nous sommes complémentaires. Parce que nous pensons que le combat pour le respect des droits des femmes ne saurait être gagné sans l'apport des hommes. Notre invité du jour est l'ambassadeur Omar Haruna. Il est également Managing Partner of US Africa Cyber Security Group. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour Carole. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand honneur de vous avoir sur le plateau de Hommes et Pouvoir. Tout le plaisir pour moi, Carole. Quand je dis spontanément comme ça, Femmes et Pouvoir, quelle est la première image qui vous vient en tête? La première image, moi, j'aurais transféré les mots, pas femme et pouvoir, pouvoir et femme, parce que ça va de pair pour moi. Alors, que signifie pour vous le mot pouvoir alors? Mais je crois que le pouvoir, déjà, écoutez, quand on parle de pouvoir, on parle de la femme. La femme donne vie à l'homme. Donc, ça, c'est le pouvoir de donner la vie. La femme, c'est l'essence même de ce que l'humain est. Donc, c'est tout le pouvoir que moi, j'accorde à la femme, ça. C'est-à-dire, quand on me parle de femme et pouvoir, c'est une évidence. C'est clair. Comment est-ce que le pouvoir se traduit-il dans votre environnement personnel et professionnel? Très tôt, j'ai compris parce que j'ai été élevé par ma maman, qui était une femme forte. Donc, j'ai vite compris que pour accéder au pouvoir, il faut passer par la femme dans le sens où il faut avoir l'oreille. Il faut écouter les conseils des femmes qui sont autour de vous. Ça peut avoir l'air un peu cliché, mais c'est une réalité que moi, je vis tous les jours. Comme vous le savez, mon épouse, elle est aussi une femme de pouvoir. Ma fille, effectivement, elle a ce qu'on dit en anglais, a mind of her own. Ça veut dire qu'elle a son intellect à elle, elle sait s'affirmer. Donc, quand vous êtes dans une maison, il n'y a que des femmes avec un certain caractère. Vous ne pouvez que admettre et accepter le fait que sans la femme, il n'y a pas de pouvoir. Ça, c'est clair. Mais sinon, moi, ça, c'est pour la boutade, mais sinon, je le vis parfaitement bien. Je crois même qu'en symbiose. Écoutez, mon épouse, et quand je l'ai rencontrée, je l'ai rencontrée dans une position où elle était vraiment assertive dans son rôle. Et c'est déjà ça qui m'a attiré vers elle. Parce que, bon, quand vous avez été élevé par une femme, il y a quand même une certaine responsabilité que vous essayez d'acquérir étant très jeune. Et cette responsabilité fait que vous avez des opinions qui sont quand même des opinions assez ancrées, solides, et vous avez une force de caractère. Et si vous voulez faire un bon mariage, il faut trouver une personne qui a une même force de caractère, mais qui aussi peut vous convaincre si vous êtes dans le mauvais chemin. Donc, c'est très important ça, c'est très, très important. Pour moi, ça a été important. Sinon, autrement, vous vous engagez avec une compagne qui n'a pas la même force de caractère que vous rentrez dans une situation de subordination, ou bien c'est elle qui se subordine à vous, ou bien c'est vous qui vous subordinez à elle. Dans ce contexte, moi, je crois que je me sens parfaitement dans mon élément si j'ai en face de moi un interlocuteur qui challenge mes idéaux, qui m'amène à penser, à être la meilleure version de moi-même.
Et c'est ce que j'ai retrouvé en mon épouse parce que j'ai senti que le caractère qu'elle avait, les positions qu'elle a occupées ou bien qu'elle occupait, tout ça là fait que je me dis que avec ça, il y a pas raison et j'ai besoin d'être le mieux que je puis me retrouver dans ma meilleure version. Donc, vous comprenez un peu pourquoi. Donc, ça m'arrange que ma femme soit une femme de pouvoir. De pouvoir. Comment expliquez-vous le fait que les hommes aient peur des femmes de pouvoir? Moi, je crois que c'est un manque de confiance en soi et aussi c'est peut-être culturel pour les Africains où Oui, effectivement comment dirais-je, la culture montre l'homme à l'image d'être macho et l'homme qui peut tout faire, mais il faut comprendre qu'on parle d'homme, on ne parle pas de super-homme. Et dans une société où il y a des hommes et des femmes, et il est important que chacun s'appuie sur l'autre pour faire avancer la société. Donc, moi, je ne comprends pas effectivement pourquoi les hommes ont peur des femmes fortes ou des femmes de pouvoir, alors que c'est ce qu'il y a de plus doux, au fait. Elles sont beaucoup plus douces dans l'intimité qu'on ne puisse les projeter dans leur vie de tous les jours. Donc, et effectivement, si vous êtes dans une situation où vous pensez que vous devez avancer, il faut avoir une femme forte à côté de vous. Parce que même si elle n'est pas, moralement, même si elle n'est pas dans une position de pouvoir, si mentalement elle n'est pas forte, elle ne peut pas vous conduire dans votre parcours. Elle ne peut pas vous épauler. Elle peut pas même suivre la cadence que vous allez imprimer à votre vie. Parce que surtout dans le monde politique, c'est avec tout ce qui se passe comme scandale ici et là, avec tous les coups que les politiciens reçoivent, si vous n'avez pas une femme forte à côté de vous qui puisse vous soutenir, qui peut suivre la cadence, qui peut accepter les coups avec vous, donc vous comprenez que vous n'allez pas aller loin. Et c'est pour ça, moi, je suis presque sûr que les hommes de pouvoir, effectivement, c'est parce qu'il y a des femmes fortes avec derrière. Je ne pense même pas que c'est derrière, mais devant, parce que la plupart de nos épouses, elles prennent le coup avant qu'on ne les ressente nous-mêmes. on dit souvent que comment dire, que les hommes ont une approche exclusive du pouvoir, que les femmes ont une approche inclusive. Est-ce que pour vous, c'est un frein pour accéder aux espaces de décision? Ouais, comme je crois que ça dépend de chaque personne et dans quel contexte on se retrouve. Effectivement, la femme, elle est plus inclusive dans son approche, elle écoute mieux, effectivement. Les hommes ont tendance à aller, c'est ça, j'ai cette discussion tous les jours avec mon épouse, parce qu'il y a des situations où elle me parle d'une situation qu'elle rencontre dans le contexte professionnel. Moi, j'ai la conclusion. Et elle me dit, mais comment tu peux arriver à ce niveau-là de conclusion sans avoir toutes les données? Je dis non, parce que je crois que toi, tu devrais passer par un processus qui est peut-être prend en compte des aspects que peut-être ma féminité n'a pas encore eu l'occasion d'atteindre. Donc, moi, je vais justement à ce qui est plus facile que moi. Effectivement, on aboutit à la même conclusion, mais elle a un processus. Et ce n'est pas que l'homme est exclusif, c'est parce que l'homme peut-être peut aller vite à une conclusion où la femme prend plus de données qu'elle compute, qu'elle analyse avant d'arriver peut-être à la même conclusion ou à une conclusion qui est beaucoup plus, qui est différente de la conclusion à laquelle je suis arrivé. Mais à la fin, je crois que si les arguments se font très bien, on arrive peut-être pratiquement, et elle a toujours raison, quoi. On dit souvent que les femmes qui ont du pouvoir, qu'elles ont dû sacrifier quelque chose. Est-ce que c'est la même chose pour les hommes? Et si oui, qu'est-ce que vous avez sacrifié? Alors, avant de parler de si les hommes ont sacrifié, j'aimerais expliquer. Effectivement, une femme qui a du pouvoir, elle sacrifie beaucoup parce qu'après tout, la femme, elle a une tendance, comment dirais-je, c'est elle qui s'occupe aussi de la maison. Donc, dans ce contexte, elle s'occupe des enfants, elle s'occupe, enfin, ça c'est dans un contexte. Donc, dans ce contexte, oui, elle sacrifie
relativement la partie émotionnelle qui se, qui est de la famille. Mais si à côté d'elle, elle a un homme qui est aussi dans un contexte où il est vraiment en adéquation avec l'essence de la famille, donc ça se complète. Et dans ce contexte, pour un homme, sacrifier, non, je crois qu'un homme de pouvoir, les sacrifices, ça dépend, c'est une question d'organisation. Je ne crois pas avoir sacrifié grand-chose. Oui, effectivement, une fois en passant, j'ai raté, comment dirais-je, des anniversaires de ma fille. Et une fois en passant, j'ai eu à échanger la clé de la maison et de la voiture à l'aéroport avec mon épouse. Même pas eu le temps de faire la bise avant qu'elle prenne son avion. Et moi, je revenais. Donc, ces petits trucs qui font encore que ce sacrifice, il est acceptable parce qu'à la fin de la journée ou bien à la fin de la semaine, peut-être à la fin du mois, quand on se retrouve, ça augmente l'intensité de l'interaction. Absolument. Comment se traduit pour vous votre engagement pour faciliter la cession des femmes dans les instances de pouvoir, puisque vous êtes emmené, compte tenu de vos responsabilités, à recruter, à avoir des collaborateurs, des collaboratrices? Est-ce que vous avez mis en place une stratégie particulière pour faciliter la cession des femmes à des postes de responsabilité? Et est-ce que l'influence de votre épouse, qui est aussi engagée sur tous ces sujets-là, vous interpelle souvent dans vos prises de décision? Effectivement, et de toute façon, écoutez, j'ai appris que avoir une femme comme bon conseil, ça a toujours été quelque chose d'effectif pour moi. Donc, à mon niveau, personnellement, de manière personnelle, quand je suis dans un poste de responsabilité, si je dois avoir mon top counselor, comme on le dit, ou bien la personne qui qui a mon oreille, et je m'arrange toujours dans les conditions où il faut choisir entre un homme et une femme, que je choisis une femme. Je choisis toujours une femme parce que je trouve qu'elles sont d'un conseil, comment dirais-je, elles sont de très bons conseils. Bon, au-delà de ça, systématiquement, quand je suis en poste quelque part ou bien quand j'ai un système à mettre en place, effectivement, la capacité la capacité d'une femme est importante. Et au-delà même de tout ça là, sur le marché, dans le monde où on est, on sait que les femmes, généralement, sont plus instruites, plus intelligentes que, en général, que les hommes. Donc, si vous voulez aller sur le marché comment des compétences, vous n'avez pas le choix que de rester tout au moins dans ce groupe-là. Il faut qu'on se le dise. Hein, mais, je vis aux États-Unis aujourd'hui et dans la communauté noire, on sait que, comment dirais-je, la plupart des femmes sont, je n'ai pas les chiffres, mais statistiquement, elles sont plus éduquées que les hommes. Donc, c'est un contexte banal qui ne fait pas son sens. Si on ne veut pas être misogyne ou bien si on veut être réaliste et objectif, donc, le pool ou bien le choix a tendance à aller vers la femme que l'homme de manière générale. Donc, c'est pas myopie qu'on se retrouve dans une situation où on impose, où on choisit un homme, parce qu'à valeur égale, il y a toujours plus de femmes que d'hommes dans le contexte. Quelle est la réflexion ou le propos le plus sexiste que vous ayez entendu et comment est-ce que vous avez réagi? Enfin, le plus sexiste, c'est quand on dit, oh, mais non, c'est une femme, vous n'allez pas l'écouter. Je dis, ah bon? Ah, donc moi, je crois que c'est ça qui est quand même assez... C'est-à-dire qu'on banalise plus ou moins l'intellect de la femme très vite. On ne se rend pas compte, on pense que sa réaction est toujours émotionnelle. Mais à bien y voir de près, sa réaction est je crois que beaucoup plus raisonnable que celle de
moitié des hommes. En plus, c'est combien d'hommes dirigent le monde, combien de guerres il y a. C'est une très Peut-être qu'on bonne... devrait essayer une femme à ces postes-là pour voir. Absolument. Est-ce que, pour revenir à une actualité beaucoup plus récente, je suis convaincue que vous avez été, comme tout le monde, choqués par l'assassinat de George Floyd. Mhm. Que vous inspire le mouvement de Black Lives Matter? Je crois que c'est un mouvement qui, qui vient à point nommé. Et j'ai entendu quelqu'un dire il y a quelques jours, All life can't matter if Black lives doesn't matter. Ça veut dire Ouais. quoi? Que c'est, Aucune toutes les vies, aucune vie n'est essentielle, n'est possible si au moins, enfin pas qu'aucune vie, mais la tradition c'est que toute vie, parce qu'il y a cette opposition de Lives Matter et All Lives Matter. Et donc, ça fait pour que toutes les vies aient un sens, il faut tout au moins qu'une composante de cette vie aussi ait un sens. Et que si une composante de cette vie n'a pas, n'est pas acceptée, on ne peut pas parler de toutes les vies sont acceptées ou ont un sens. Donc, dans ce contexte, moi, je crois que c'est un mouvement qui vient à point nommé pour quand même sensibiliser le reste du monde. Et puis, le problème, enfin, le fait est que ça a été vraiment embrassé partout dans le monde. Donc, s'il faut une raison pour comprendre pourquoi c'était important, mouvement du genre, je crois que le fait que ce mouvement soit embrassé partout dans le monde est une preuve qu'il fallait ce mouvement-là. Comment est-ce que la communauté noire pourrait imposer un nouveau rapport de force pour que cela ne se reproduise plus jamais? Tout à l'heure, vous avez parlé de l'éducation, le fait que, à terme de pourcentage, les femmes étaient beaucoup plus éduquées, les femmes noires étaient beaucoup plus éduquées que les hommes noirs dans la communauté afro-américaine. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être un moyen, d'imposer un nouveau rapport de force pour que les choses changent véritablement et qu'on ne soit plus encore confronté en 2020 à ce genre de situation? Oui, je crois que la femme est essentielle dans ce rapport, bien pour avancer la cause noire. Et la preuve est même qu'au niveau de Black Lives Matter, les fondateurs sont des fondatrices, la plupart d'elles. Donc, c'est important que la femme soit à la pointe de cette lutte. Et au-delà même de ce fait-là, que la femme est à la pointe de cette lutte, il faut comprendre que un homme, il naît d'une femme. Donc, dans cette situation d'injustice, il y a une question de mentalité. Et la mentalité, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé quand on est devenu adulte. C'est quelque chose qu'on nous a inculqué étant petit. Et dans cette injustice, on sent que certaines personnes ont été élevées avec une mentalité qui ne leur permet pas de challenger les notions de la société qui peuvent sembler injustes. Donc, la femme, encore là, est à la source de ce changement de mentalité. Il faut que nos mères, nos sœurs, nos filles, qu'en élevant leurs hommes, leurs filles, qu'elles aient une sensibilité vis-à-vis de ce que la société est effectivement, surtout pour un homme noir. Et ça se fait. Et c'est clair ici que la plupart des mamans noires américaines, que ici, c'est leur priorité, ça. Donc, au fait, la femme est essentielle, elle est au cœur même de ce combat, de cet ajustement des paradigmes sociaux aux États-Unis. Parce que beaucoup de critiques beaucoup de voix aussi se sont levées en disant que la situation était comme ça dans la population afro-américaine du fait de l'absence des pères dans les foyers. Comment est-ce que vous justifiez ça? Oui, c'est vrai, mais l'absence des pères dans les foyers, c'est un contexte systémique. C'est-à-dire que si on doit revenir à l'histoire, il faut dire que pour que la femme puisse
qui est dans une condition précaire, quand elle a un bébé, pour qu'elle puisse obtenir l'aide pour supporter son bébé, il faut qu'elle puisse démontrer qu'elle est dans une situation où il n'y a pas d'homme autour, qu'elle n'est pas mariée. Donc, ce qui fait automatiquement se traduit au fait dans la femme de certaines jeunes filles que, OK, si ce monsieur, déjà, il ne m'aide pas de manière pratique et que j'ai besoin de l'aide de l'État, il faut que je m'en débarrasse. Donc, systématiquement, il s'est créé toute une génération de femmes qui ont eu des enfants et pour les élever, pour pouvoir avoir même la force ou bien le minimum pour les élever, se sont retrouvées dans une situation où il faut se débarrasser de, comment dirais-je, de la présence masculine qui est autour d'eux. Et ça, c'est de manière systématique. Donc, le système même fait que les hommes sont écartés pour le bien-être des hommes qui vont grandir et qui seront écartés, et ainsi de suite. Donc, le système se perpétue. Ce qui veut dire que, effectivement, c'est systémique. Je ne vois pas un autre moyen. Il faut que le système prenne en compte le fait que être en couple ou bien être marié pour une femme ne devrait pas être une pénalité. Absolument. On va marquer une petite pause, monsieur l'ambassadeur, et on revient dans quelques instants. Nous sommes de retour sur le plateau de Hommes et Pouvoir avec l'ambassadeur Omar Harouna. Monsieur l'ambassadeur, si vous aviez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous? Par les enfants. Par les faire ou par les éduquer ou par les accompagner? Par l'éducation, par les accompagner, par l'éducation. Et plus à leur écoute. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous et pourquoi? Une panthère, parce que je pourrais mieux me déplacer et être beaucoup plus m'adapter à mon terrain. Parfait. Si vous étiez une voiture, laquelle seriez-vous et pourquoi? La Tesla, parce qu'elle va sauver notre monde. Électrique. Et si vous étiez une ville, laquelle seriez-vous? Washington DC, là où je suis en ce moment. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes un homme de pouvoir. Notre entrevue arrive à sa fin. Est-ce que vous pouvez nous dire en un mot quel est votre super pouvoir? La compassion. Parce que quand on est au-dessus de tout le monde, il faut avoir de la compassion. Merci beaucoup. Écoutez, ça sera le mot de la fin. C'était Hommes et Pouvoir, l'émission des hommes de pouvoir qui n'ont pas peur des femmes de pouvoir. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, mais évidemment sur notre chaîne YouTube et sur notre chaîne femmesetpouvoir.tv. Je vous dis à très bientôt. Merci.